Le slow journalisme, des rédactions en invention. Conférence de Jean-Marie Charon, sociologue. Le jeudi 17 janvier 2019, à la Maison du Livre, de l'Image et du Son. Le thème de ce soir, donc c'est pas forcément les questions que j'ai entendues là, mais c'est celui donc du slow journalisme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, on va peut-être commencer par une petite définition, essayer de situer le phénomène. Alors les définitions, elles peuvent varier un peu, mais disons que sur le principe de base, c'est un journalisme qui se libère des exigences du temps et de l'espace. Alors ça peut paraître un peu contradictoire avec la notion d'actualité et de traitement rapide des événements. L'idée, c'est que justement, il y a toute une partie de la réalité, qu'il y a un problème de compréhension du monde dans lequel nous sommes, qui ne passe pas forcément par justement le traitement des événements au fil des heures et au fil des jours. Donc l'idée aussi, que vous trouverez peut-être si vous regardez des définitions de slow journalisme, c'est aussi de dire on prend son temps pour faire bien, on prend son temps pour faire du beau aussi, parce que c'est pas forcément dans la notion de slow journalisme, il n'y a pas forcément uniquement l'idée que on veut donner du fond, on veut donner de la compréhension, on veut donner du décryptage, on veut donner de la connaissance, mais on veut aussi souvent essayer de présenter une forme de discours, une manière d'écrire les histoires qui soit esthétiquement agréable, qui peut être même parfois divertissante. Donc dans la notion de journalisme, il y a à la fois, je dirais, le sérieux, l'approfondissement, mais il y a aussi le plaisir qui est à prendre en considération, le plaisir du lecteur, mais peut-être aussi le plaisir de celui qui fait ce travail, qui recherche des modes de traitement, qui recherche des sujets qui lui portent une certaine dans laquelle il va se retrouver bien. Alors, comme je vous le disais à l'instant, souvent cette notion de, je disais, libération du temps, c'est ce que je viens d'exprimer, mais c'est aussi libération de l'espace, c'est-à-dire que, comme vous avez dû le remarquer, que ce soit en audiovisuel ou en presse écrite, c'est souvent aussi le cas sur l'Internet, donc sur les supports numériques, on a souvent de plus en plus de contraintes d'espace. Lorsqu'on est journaliste, souvent d'ailleurs, on va faire référence à il faut faire court, il faut travailler sur des formats qui vont permettre à beaucoup de publics d'en suivre et de s'intéresser à différents sujets. Si vous regardez en radio et en télévision, les formats sont extrêmement courts, les sujets sont extrêmement courts, mais en presse écrite et y compris en presse magazine, alors que la presse magazine était plutôt un univers où on devait pouvoir prendre davantage son temps, même avant qu'on parle de slow journalisme, bien même en presse magazine, on a vu des formats de plus en plus courts se développer. Je pense par exemple dans la presse féminine, à partir des années 80, on a vu des titres comme Femme Actuelle ou Prima qui sont apparus et dont le principe était de dire les femmes qui vont nous lire, ce ne sont plus les femmes qui lisaient Modes et Travaux, qui lisaient Intimité, enfin, des titres de l'époque ou d'avant, plus anciens, qui avaient tout leur temps, entre guillemets, on pensait qu'elles avaient tout leur temps parce qu'elles ne travaillaient pas, elles n'avaient pas une activité salariée. Les magazines de type Femme Actuelle ou Prima, ou d'autres qui sont apparus à la même époque, Maxi, etc., ce sont des femmes qui travaillent, elles ont toute une série de problèmes pratiques à régler dans leur vie de tous les jours, leur vie de famille, leur vie de travail aussi, etc. Elles ont aussi à se tenir au courant de ce qui se passe autour d'elles, donc il faut faire court, il ne faut pas les encombrer par de longs textes. Donc le slow journalisme, c'est là aussi un journalisme qui prend le contre-pied, c'est-à-dire qui pense que eh bien, il faut donner aussi, ou qu'il y ait des espaces où on va écrire long, écrire au sens large, écrire sur de l'imprimé, mais ça peut être écrire sur de la pellicule, ça peut être écrire sur un support numérique. Alors,
Dans la notion aussi de slow journalisme, à partir du moment justement où on a levé ces contraintes de rapidité et d'espace, on considère aussi que c'est une opportunité pour varier les modes d'écriture, les formes de narration. Si vous regardez par exemple une publication qui souvent est le symbole d'un succès en matière de slow journalisme à partir des années, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'est 21, et vous voyez qu'il y a eu ce principe, le 21 c'est du reportage, mais le principe c'est que le reportage peut être écrit de manière traditionnelle, enfin écrit avec un écrit imprimé, mais ça peut être de l'image, ça peut être du dessin, enfin, etc. Donc, il y a, et sur le numérique, un certain nombre de jeunes journalistes qui aujourd'hui, je pense par exemple ceux qui font le 4 heures, qui est aussi un support de reportage, il y a l'idée de pouvoir, grâce au numérique, articuler aussi bien l'imprimer, mais aussi éventuellement de l'image et éventuellement du son, etc. Donc, vous voyez, ces éléments qui doivent se combiner donnent un contenu qu'on peut probablement d'ailleurs un peu malaxer et moduler. Dans mon propos, à certains moments, je vous parlerai de formes de slow journalisme qui seront plus ou moins distrayantes ou plus ou moins sérieuses. Et vous verrez donc qu'on peut très bien aussi bien l'appliquer à l'enquête, l'appliquer à la vérification, un certain nombre de choses comme ça. Alors, on a tendance à considérer que c'est une tendance contemporaine, que le slow journalisme serait en train de davantage se développer ces dernières années. Peut-être que certains journalistes diraient mais on a toujours fait du slow journalisme, on a eu des magazines, on a eu même des supports audiovisuels qui faisaient du slow journalisme mais qu'on n'appelait pas comme ça, c'est vrai. Donc on a visiblement dans cette idée de prendre cette référence et de l'affirmer avec force pour certains journalistes aujourd'hui, parce qu'effectivement on est à un moment où on est allé très loin dans l'autre sens, c'est-à-dire dans l'accélération, dans le traitement d'une information, dans l'immédiateté, et comme je disais tout à l'heure, dans des formats très courts. Donc il y a une espèce comme ça de bipolarité entre d'un côté, on pourrait dire l'information de flux, très court, très rapide, et de l'autre côté, un autre pôle qui serait celui du slow journalisme, qui se développe, c'est vrai, au sens où, comme je le disais à l'instant, on a des publications ou des réalisations en matière d'audiovisuel ou de support numérique qui, effectivement, sont des succès ou captent l'intérêt du public en appliquant précisément ce principe du slow journalisme. Il faut cependant, j'essaierai dans la conclusion un peu de revenir là-dessus, mais il faut cependant se garder de verser dans l'euphorie, parce qu'on a beaucoup de mal à apprécier dans quelle mesure le slow journalisme est une tendance qui a un potentiel de développement considérable. Et j'essaierai d'évoquer avec vous un certain nombre de problèmes qui se posent à lui et qu'il faudra éventuellement développer si on veut imaginer qu'ils prennent davantage d'ampleur et de place dans la diversité des informations auxquelles nous avons accès. Alors si je dis que ce slow journalisme se présente comme une espèce de tendance contemporaine qui se développerait, j'y vois, si vous voulez, trois facteurs principaux que je vais essayer de développer avec vous. Le premier facteur, c'est celui tout simplement de l'envie des journalistes, hein, je reviendrai là-dessus, c'est-à-dire il y a un certain nombre de journalistes qui pensent que c'est davantage dans cette forme de journalistes qui vont faire un travail intéressant. Il y a un deuxième facteur, évidemment, qui est important, qui est même essentiel, c'est celui du public, c'est-à-dire est-ce que il y a effectivement un public qui rencontre et qui se satisfait de ces contenus. Et puis il y a un troisième facteur qui pourra peut-être vous paraître paradoxal si je le formule comme ça,
je dirais, c'est un facteur qui tient au modèle économique des médias. Alors, vous me direz, c'est bizarre, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que le modèle économique des médias, c'est au contraire de faire très vite, de faire de l'information en continu. C'est plus compliqué que ça. Donc, c'est ce que je vais essayer de développer avec vous. Alors, la question de l'envie de journaliste, il est incontestable que si on regarde les contenus qui aujourd'hui sont regroupés derrière la notion de slow journalisme, il n'existerait pas si il n'y avait pas d'abord une envie, une appétence d'un certain nombre de journalistes, pour faire un pas de côté, pour se décaler, je dirais, par rapport aux tendances dominantes à l'accélération et au format court, et d'essayer de précisément pratiquer leur métier, traiter de l'information selon des registres qui sont au contraire beaucoup plus déployés et dans lesquels on va prendre davantage de temps pour traiter les sujets. L'illustration, je dirais, l'une des illustrations, c'est pas la seule, mais l'illustration qui me vient tout de suite à l'esprit, évidemment, c'est par exemple au moment de la création de la revue 21, si vous regardez qui sont les créateurs, vous avez un éditeur de livres, Beccaria, et puis vous avez un grand journaliste qui a travaillé longtemps dans la presse quotidienne, qui était un spécialiste de reportage, de grands reportages, donc un international, qui est Patrick de Saint-Exupéry. Et c'est parce que ce journaliste qui spécialisé dans le reportage ne trouvait plus dans son quotidien, je sais pas si le nom vous dit quelque chose, si le nom bien sûr, mais le prénom peut-être moins. Il a travaillé pendant très longtemps comme grand reporter pour le Figaro, et donc à un moment donné, il a voulu davantage pouvoir travailler. Alors, un grand reporter dans un quotidien va travailler au maximum parfois quelques jours, parfois quelques semaines, souvent heureusement quelques semaines. Mais là, il y a l'idée que les reportages que va accueillir la revue 21, sont des reportages qui peuvent durer des mois si les journalistes ont envie, ont un projet qui mérite d'être traité pendant des mois, comme je vous le disais, avec effectivement des périodicités différentes. Alors tout à l'heure, vous vous interrogiez sur le terme de MOOC, ou de MacBook. En fait, c'est une contraction, hein, et le fait que j'évoque 21 et Beccaria et Saint-Exupéry dans l'origine de 21, ça donne un peu une clé. Beccaria, c'est un éditeur de livres, c'est des éditeurs des Arènes, hein, de la maison d'édition Les Arènes, et Saint-Exupéry, un grand reporter, et l'un et l'autre ont envie, effectivement, de créer une nouvelle forme de publication. Et la notion de MOOC, hein, c'est à la fois magazine et book. Donc on contracte les deux, voilà. Donc ce sont des magazines qui sont matériellement ressemblent à des livres, hein, qui sont sur des formats de livres, et c'est pas une règle absolue, hein, mais la plupart, par exemple, font le choix de ne pas mettre de publicité, et un certain nombre d'entre eux, et ça va être le cas en tout cas de Beccaria et de Saint-Exupéry quand ils vont créer 21, puis ensuite 6 mois, vont faire aussi le choix du réseau de distribution des livres, donc les libraires, hein, qui, en pensant, et à juste titre, me semble-t-il, que contrairement à ce qui se passe pour les magazines qui vont être mis en vente dans des maisons de la presse ou dans des kiosques à journaux, le vendeur de presse a moins la capacité, moins le temps, de s'intéresser au contenu de ce qu'il vend et va moins accompagner son lecteur. Alors l'idée, c'est qu'effectivement les MOOC vont être d'autant plus accueillis par un public qui peut être intéressé par eux parce que précisément le libraire va prendre le temps de leur montrer et de leur expliquer l'intérêt lorsqu'il y a un thème principal, etc.
Donc, comme je vous le disais à l'instant, d'abord de l'envie, du plaisir, et la possibilité aussi de coupler à la fois, je dirais, des gestes journalistiques traditionnels, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi de l'innovation, ou des choses qui ne se font pas beaucoup, ou qui ne se sait plus beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple du reportage en images, ou des choses comme ça. Donc, mais la notion de slow journalisme, elle n'est pas réservée à l'imprimé. C'est vrai qu'on a souvent plutôt tendance à l'associer justement à ces magazines plus particuliers, donc que j'appelle qui sont appelés par les MOOC, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais on peut aussi, je pense, y associer le fait qu'un certain nombre de radios ou de télévisions dans les dernières années ont remis, je dirais, à l'antenne des formats longs. Alors ça peut être des documentaires, ça peut être des reportages longs. Je pense par exemple mais c'est pas exclusif, je pense évidemment à Radio France et notamment à France Inter ou à France Culture qui ont plusieurs plages qui sont consacrées ou au reportage ou à des reportages longs ou à des documentaires. Je pense évidemment au Pied sur Terre ou sur les docs pour France Culture, ou par exemple Interception sur France Inter. Donc, et Arte, par exemple, alors c'est pas la chaîne de télévision qui a des cases documentaires ou reportages, mais a développé particulièrement ces espaces-là. Alors c'est vrai, pas pour des publics, on y reviendra tout à l'heure, qui sont gigantesques, mais des publics qui sont fidèles. Si vous regardez l'audience d'Arte, moi j'y suis très attaché parce que j'étais quelques années au comité d'orientation des programmes d'Arte, mais quand j'y étais il y a plus d'une dizaine d'années, Arte, on était un peu triste parce qu'on était autour de 2% d'audience par rapport aux 20 ou 30% de TF1 à l'époque, mais 10 ans plus tard, TF1 a 10% de moins et Arte a pris 0,5% de plus. Donc, c'est plutôt la bonne tendance. Alors, il y a aussi dans cette démarche du slow journalisme, des journalistes qui ont fait le choix de rompre avec le rythme des médias lui-même et donc de privilégier des supports qui n'ont pas de périodicité. Je pense évidemment à ceux qui ont fait le choix il y a déjà quelques années du livre, par exemple. Vous avez un centre de journalisme qui ne publie plus dans la presse, mais qui continue à écrire et qui continue à enquêter. Je prends deux exemples qui me viennent à l'esprit. Par exemple Pierre Péan, qui est assez connu pour ses enquêtes et qui ne publie plus dans la presse et qui ne publie plus que des livres. Je pense aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, parce je crois qu'on entend moins son nom, Gilles Perrault, par exemple, notre ami Leroy, etc. Donc c'est pareil, c'est la même problématique. De la même manière qu'on a des journalistes qui ont fait le choix du documentaire, du film documentaire. Je pense évidemment à Marie-Monique Robin, ou Jean-Michel Meurice, ou Philippe Kieffer, qui est un ancien journaliste de Libération, qui pourtant maintenant fait plutôt du documentaire. Ce qui me frappe aussi, c'est que dans cette question de l'envie, les exemples que je vous ai donnés, Péan, Perrault, Robin, Meurice, etc., c'est pas de la première jeunesse, mais en fait, ça serait un contresens de penser que le slow journalisme, c'est uniquement un luxe pour des journalistes seniors qui ont leur carrière un peu derrière eux et qui peuvent se permettre de prendre davantage de risques, de prendre davantage de temps pour travailler des sujets qui leur tiennent à cœur. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que si vous regardez un certain nombre de sites qui ont fait le choix du slow journalisme ou de problématiques qui s'assimilent au slow journalisme, eh bien, il y en a qui sont créés par des étudiants qui sortent d'écoles de journalisme. Et précisément parce que
ils ne sont pas tellement, mais j'y reviendrai tout à l'heure, attirés par un journalisme qui serait uniquement, je dirais, dominé par un rythme court, par l'immédiateté, etc. Je pense par exemple à la création de pure players, comme j'ai cité le 4 heures tout à l'heure, ou l'imprévu, même si l'imprévu a connu quelques difficultés, mais on a comme ça un certain nombre de réalisations ou de projets de pure players, comme parfois d'ailleurs des projets de publication imprimée qui peuvent venir de journalistes relativement jeunes. Alors, tout ça paraît très intéressant. Voilà des gens qui prennent du plaisir à faire ce qu'ils ont envie de faire, qui trouvent de la satisfaction en tout cas. Mais il faut reconnaître que c'est en même temps un investissement personnel qui est lourd. Parce que ce sont des journalistes qui doivent, pour réaliser, j'évoquais justement, prendre du plaisir ou trouver une certaine satisfaction dans ce qu'on fait, mais il ne faut pas se cacher qu'il y a une prise de risque. Hein. Par exemple, si j'évoque les MOOC dont on a parlé tout à l'heure, leur fonctionnement repose sur des journalistes qui vont faire du reportage au long cours, mais qui ne bénéficieront pas d'un statut de salarié, par exemple. Ce sont que des journalistes qui vont travailler sur des statuts précaires, et on va retrouver la même chose pour le documentaire, ou souvent aussi pour les reportages longs en radio ou en télévision, qui vont souvent reposer donc sur soit des statuts de pigistes, hein, donc vous voyez ce que c'est que pigiste, donc c'est ce qu'on appelle aussi des freelances, hein, mais c'est le terme en France, c'est un statut bien particulier, donc d'emploi de journaliste, mais sur une durée de temps limité, hein, ça veut dire ça, salarié mais sur une temps limité, non pas attaché à une entreprise dans la continuité. Ça peut être aussi, surtout dans l'audiovisuel, des statuts d'intermittents du spectacle, et je l'évoquais pour ceux qui font le choix du livre, etc., ce sont aussi des statuts d'auteur, qui sont des statuts très inconfortables, parce que les rémunérations d'auteur ne sont pas très importantes, et puis vous êtes complètement, évidemment, dépendant des volumes de livres, donc du succès ou pas d'un livre qui peut pourtant être le fruit d'une enquête qui vous a pris beaucoup de temps, qui vous a demandé de dépenser pas mal d'argent. Autre prise de risque, bien évidemment, dès qu'on parle de reportage et de reportage dans des zones ou dans des régions qui peuvent être compliquées, voire dans des milieux qui peuvent être difficiles, ça peut être aussi une prise de risque, je dirais, personnelle, hein, physique. On a l'exemple notamment chez les photographes, mais pas que, chez un certain nombre de documentaristes, effectivement, de gens qui ont perdu la vie en faisant ou qui ont été gravement atteints dans leur intégrité physique en faisant cette activité. Donc, il y a une volonté, une appétence des journalistes, mais en même temps un contrepoint qui est effectivement un prix à payer, et autrement dit, des personnes qui ont une volonté très forte de réaliser ce qui leur paraît intéressant. Alors, parfois aussi, lorsqu'on réfléchit ou lorsqu'on discute plutôt avec eux, on peut se dire que dans le slow journalisme, il y a certainement une manière de revenir, et surtout lorsqu'il s'agit de journalistes qui ont déjà fait autre chose avant, de revenir un peu à ce qu'étaient leurs racines, les racines de leur vocation. Hein, c'est-à-dire se dire, oh, bah, j'ai fait des choses très rapides pendant trop longtemps, et j'ai envie de travailler autrement, j'ai envie de me libérer de ces contraintes, et j'accepte effectivement le prix en payé, donc revenir aux motivations d'origine. Je pense par exemple aux journalistes qui aujourd'hui font les jours, hein, ce concept des jours, c'est-à-dire cette idée, plutôt que de traiter l'actualité sur le rythme des événements tels qu'ils se présentent, d'identifier un certain nombre de sujets, de personnages, de l'actualité, etc., et de les suivre dans la durée, hein, ce qu'ils appellent des histoires, hein, qui vont être traitées dans la durée. Là, quand vous regardez qui a fait les jours, qui a pris le risque de créer ce site, parce qu'il est loin d'être sorti
des inquiétudes sur le plan de l'économie, eh bien, ce sont des journalistes qui avaient déjà une longue expérience, pour la plupart d'entre eux, dans la presse quotidienne et qui ont fait le choix donc de privilégier plutôt eh bien, une forme de journalisme qui leur paraît davantage correspondre à ce qui les motivait lorsqu'ils ont rejoint cette profession. Il y a peut-être aussi chez certains d'entre eux une certaine forme de nostalgie à l'égard peut-être de ce qu'on pourrait appeler un âge d'or de la profession, hein, et ça me frappe beaucoup, notamment sur le reportage, de voir à quel point on va très vite aller, lorsqu'on parle de ces projets basés sur le reportage, évidemment, on va très vite revenir à ce qu'a été le grand reportage dans la presse à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ces très grands reportages feuilletonnés, hein, des Albert Londres, des Louis Weiss, des Kessel, etc., qui certes ont disparu, mais qui visiblement ont laissé une envie et un regret, et du coup la tentative de revenir, de reprendre un peu leur pas. Alors, j'ai parlé de contraintes, de manière de travailler, mais c'est quoi concrètement ? Je l'ai évoqué pas mal, j'ai dit reportage. Je pense qu'on peut dire aussi que l'enquête est devenue, pour certains en tout cas, un domaine qui relève du slow journalisme, hein, c'est-à-dire de formats longs, c'est-à-dire les enquêtes lourdes demandent du temps, ça peut être des dossiers d'expertise, mais ça peut aussi être des formes qui sont particulièrement travaillées, d'interviews, de portraits, et y compris comme, je dirais, en recherchant une esthétique qui va être particulièrement travaillée. On peut aussi probablement considérer que par rapport à ce que j'appelle les gestes journalistiques traditionnels, il y a une possibilité d'y trouver aussi un renouvellement par la technologie, et notamment par le numérique. Par exemple, la manière dont certains, même si ça n'a pas été forcément un très grand succès jusqu'à présent, par exemple la notion de webdoc, hein, qui a été développée par un certain nombre notamment de jeunes journalistes, ça peut être aussi même la vérification. Alors vous me direz, la vérification par définition c'est quelque chose qui doit se faire assez rapidement. Pas forcément, il y a des concepts de ce qu'on appelle de fact-checking, donc de vérification, qui ont été développés, je pense notamment aux États-Unis par une agence qui s'appelle PolitiFact, et dont le principe c'est de revenir sur des déclarations, des faits politiques, etc., mais sans se donner de délai, d'immédiateté pour répondre à quelque chose qui a pu être faux ou qui a pu être déformé, etc., et d'apporter en plus au public toute une série de clés de compréhension qu'il n'avait pas au moment où il a reçu cette information. Autre forme qui n'est pas encore très développée, mais qui peut être aussi une manière de pratiquer le slow journalisme, c'est d'investir par exemple les techniques de jeu. Vous avez un certain nombre de journalistes qui ont développé ce qu'on appelle des news games ou des serious games. Donc l'idée c'est de prendre un problème qui peut être un problème économique, un problème social ou un problème politique, et de placer le lecteur ou l'utilisateur dans une situation de joueur, et où eh bien par le jeu il va progressivement mettre en évidence et prendre conscience d'un certain nombre de contraintes, de règles, d'éléments d'environnement qui caractérisent. Ça peut être l'un des news games qui avait été développé, un des premiers développés en France, ça avait été par Le Monde, par un journaliste qui est spécialisé dans ce domaine, et c'était sur comment dire, on appelle ça là, vous savez, les élections avant les élections, on sélectionne les candidats. Comment ? Une primaire, la première primaire socialiste. Et il avait créé pour Le Monde, je ne sais pas si vous vous en souvenez peut-être, c'est pour certains d'entre vous,
un jeu qui a été sur le site du Monde et qui permettait aux joueurs d'essayer de comprendre, d'entrer dans cette problématique de la primaire et donc en même temps de s'approprier un certain nombre de données de connaissances politiques. Il a aussi développé à l'époque pour 89, après la grande catastrophe d'Haïti, le grand tremblement de terre d'Haïti, il avait développé un newsgame, donc Rue 89 a eu pendant pas mal de temps sur son site, qui s'appelait Reconstruire Haïti. Pour moi, ça fait partie typiquement de cette notion de slow journalisme. Il faut longtemps d'ailleurs pour développer un newsgame. Il faut prendre une question qui a une certaine permanence, une certaine continuité, et on est typiquement dans de l'expérimental aujourd'hui. On n'a pas fait la preuve que ce concept de journalisme a trouvé son public. Alors, deuxième facteur, je vous disais, c'est le facteur des usages. Ça serait pas très simple si les journalistes avaient envie de développer une forme de traitement de l'information qui leur plaise, et puis qui ne trouveraient pas leur public. Alors, effectivement, ce qui se passe, et qui est probablement assez intéressant dans la période actuelle, et qui pourrait paraître, ça m'est arrivé assez souvent d'ailleurs d'avoir à développer cette idée-là, soit vis-à-vis d'étudiants, soit par rapport d'ailleurs à des interviews de médias. On me dit, mais aujourd'hui, on est plutôt dans une information qui s'accélère, etc. Le public, visiblement, est intéressé par les chaînes d'information en continu. On le voit bien en ce moment. Il est à la fois intéressé et très critique, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ce même public soit prêt à donner une place à ce slow journalisme? Et effectivement, ce qu'on observe, eh bien, c'est que, sinon je ne serais pas là pour vous en parler, c'est que les premières expériences qui ont été lancées, que ce soit en imprimé, mais parfois aussi sur le numérique, ont trouvé un public. Alors, ce public, il fait incontestablement le choix, je dirais, d'un pas de côté. Il fait le choix de privilégier des angles de traitement de l'information, des modes de traitement de l'information qui lui apparaissent comme enrichissant sa propre approche de l'information qu'il trouve dans, je dirais, les médias traditionnels, ce qu'on appelle aujourd'hui les médias mainstream. Alors, en même temps, ces publics, non seulement ils ont acheté ou ils ont regardé les formats en radio, en télé, vont voir les films documentaires parfois. Donc, mais aussi ils ont fait souvent un effort important, non pas en lisant, non pas en regardant, c'est pas là qu'il y a un effort, moi je dirais qu'il y aurait plutôt du plaisir, mais non, ils font un effort financier. C'est-à-dire que le slow journalisme se développe, et c'est là, ça peut paraître aussi comme un peu un paradoxe, il se développe sur des supports qui sont coûteux, qui sont largement le prix du livre, là aussi la référence au livre fonctionne aussi. Ils font le choix financier. Oui, d'autant plus que ce même public, il a été habitué au phénomène de la gratuité. Et donc, le fait d'accepter de payer lorsqu'on est dans un modèle de la gratuité, c'est évidemment quelque chose qui marque l'implication importante par rapport à une forme de publication. Mais c'est aussi le fait, souvent, d'avoir recherché des contenus dans lesquels, précisément, ce qui marque, ce qui permet la gratuité, eh bien, il le rejette, ou il ne l'apprécie pas, ou il trouve que c'est une pollution dans les contenus. C'est-à-dire que souvent,
il y a effectivement une tendance à privilégier des contenus où il n'y a pas de publicité. Et c'est dans le fait que les MOOC n'ont pas de publicité, il y a à la fois, je pense, une volonté éditoriale, parfois une cohérence éditoriale, le fait de dire si nous voulons être complètement indépendants dans les dossiers que nous traitons, dans les reportages, etc., nous ne voulons pas avoir de contraintes liées à la publicité. Parfois c'est un simple réalisme, parce que les volumes de diffusion des MOOC, qui sont de quelques dizaines de milliers d'exemplaires, n'intéressent pas vraiment les annonceurs, donc on pourrait dire qu'il y a une forme de réalisme, mais il y a une autre forme de réalisme qui est de comprendre qu'effectivement le public va d'autant plus être satisfait qu'il n'y a pas cette publicité. Alors, en même temps, les usagers, mais je pense que vous l'avez compris dans ce que je viens de vous dire, il ne faut pas se représenter les utilisateurs, quand je disais qu'il y avait des usagers qui ont envie de faire de pas de côté, qui ont envie de se décaler par rapport à l'information de flux, il ne me semble pas qu'on ait identifié de public qui ne serait qu'utilisateur de slow journalisme. Au contraire, ce sont des publics qui considèrent que le slow journalisme vient se combiner, vient s'articuler avec ces autres pratiques d'information. Et parmi les éléments qu'on peut observer en matière d'usage des MOOC, c'est précisément de voir qu'on a un phénomène, je dirais plutôt de superposition de différents médias, de différentes formes d'information. Et là, ça nous introduit à une question sur laquelle on reviendra peut-être un peu tout à l'heure, qui parcourt aujourd'hui le traitement de l'information et qui est de voir qu'on est un peu dans une société dans laquelle les publics ont tendance à se distinguer entre, d'un côté, des publics qui sont très gros consommateurs d'informations, de toute forme d'information, de tout support d'information, qui souvent d'ailleurs les combinent avec d'autres pratiques culturelles, cinéma, théâtre, exposition, etc. Souvent des publics assez éduqués et souvent aussi ayant des responsabilités ou professionnelles ou sociales ou culturelles qui les amènent à privilégier ou à se retrouver à l'aise dans ces types de contenus. Et c'est quelque chose qu'avait assez bien identifié Olivier Donat dans la dernière Olivier Donat qui est au ministère de la Culture, qui dirige le département des études de la prospective et qui a tous les 10 ans publié, on devrait avoir d'ailleurs cette année la nouvelle édition des pratiques culturelles des Français. Et dans la dernière édition des pratiques culturelles, il mettait en évidence cette espèce de phénomène de dualité dans les publics, d'un côté des publics très gros consommateurs d'informations qui cumulent les différents supports, et de l'autre côté, au contraire, des publics qui ont peu de pratiques culturelles et peu de supports d'information. En réalité, quand on regarde une étude comme la sienne, on s'aperçoit que l'essentiel en termes de ressources à l'époque, c'était la télévision généraliste, et récemment, un certain nombre d'observateurs avaient tendance à coupler télévision généraliste et réseaux sociaux, parce que c'est vrai que je regardais une étude qui va sortir la semaine prochaine, qu'on appelle le baromètre sur la confiance des Français dans leurs médias, là, que publie la Croix depuis les années 80, et on voit effectivement assez bien cette combinaison public à faible niveau d'éducation, public à activité professionnelle, ouvriers, employés, et qui articule, enfin qui cumule réseaux sociaux et télévision généraliste. Enfin, je sors un peu de mon sujet, mais il faut bien avoir à l'esprit que le slow journalisme, effectivement, trouve un public, mais il trouve celui-là, ce qui, évidemment, peut, en termes, je dirais, à la fois de volume de diffusion, en termes aussi
d'impact sur le débat public, sur l'information du grand public, évidemment peut en limiter peut-être la portée. Enfin, il y a un dernier point que je voudrais dire à propos des usages, c'est le fait que le slow journalisme ne nous ramène pas, contrairement à la nostalgie que j'évoquais tout à l'heure, ne nous ramène pas au grand reportage de la presse populaire des années de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, de la même manière qu'il ne nous ramène pas au reportage ou au documentaire radio et télévision à l'époque où on n'avait qu'une chaîne de télévision et que peu de radios qui pratiquaient effectivement davantage ce type de format. En réalité, ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit, alors donc on avait affaire à l'époque à des contenus longs, mais qui touchaient des publics très larges, des publics très diversifiés. Aujourd'hui, à l'inverse, on s'aperçoit que pour que le slow journalisme trouve son public, il faut aussi qu'il soit capable d'inventer, en tout cas lorsqu'il s'agit d'éditeurs ou de médias, d'inventer les communautés de public qui correspondent à ces formes de traitement journalistique. Trouver des communautés, c'est-à-dire trouver des personnes, un ensemble de personnes qui vont s'identifier soit au ton, soit de sujet, soit au système de valeurs qui est en place, etc., et qui vont faire qu'effectivement on va avoir une complémentarité entre une offre et puis ses publics. Très concrètement et très pragmatiquement, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, ça veut dire que les succès en matière de slow journalisme, ce ne sont pas des centaines de milliers d'exemplaires, ce ne sont pas des millions d'exemplaires. Souvent, si on prend le cas de 21, si on prend le cas de 6 mois, ou si on prend même dans des magazines plus traditionnels, je pense à Society ou des magazines de ce type-là, même en presse féminine, vous avez un magazine comme Flow, qui représente assez bien aussi dans ce registre de presse ce type de journalisme. Eh bien, on va être plutôt sur quelques dizaines de milliers d'exemplaires, 40 000, 50 000. Et oui, je pense aussi au 1, le 1, vous savez, ce format qui est assez intéressant. À chaque fois, vous êtes sur 30, 40, 50 000 exemplaires maximum. Peut-être d'ailleurs que l'échec d'un magazine qu'on a connu, créé pourtant par des gens qui avaient créé 21 et 6 mois précédemment, je pense à Hebdo, l'une de leurs erreurs, ça a été de penser qu'on pouvait s'abstraire de cette notion de communauté à construire, et eux visaient des centaines de milliers d'exemplaires, et visiblement ils ont probablement beaucoup trop dilué leur projet éditorial, sans tenir compte suffisamment peut-être de cette dimension qui est une contrainte. Alors je disais, il y a un troisième facteur qui va peut-être vous paraître paradoxal, c'est le facteur du modèle économique. Pourquoi le slow journalisme deviendrait d'un seul coup une recette de succès économique pour des médias qui jusqu'à présent nous ont donné l'impression, au contraire, de chercher des grosses audiences, de développer la gratuité, d'accélérer le traitement de l'information. Bien, en fait, c'est parce que on est dans une période assez particulière où les modèles économiques des médias traditionnels ont été complètement bousculés par l'Internet, et dans lequel notamment on a vu apparaître ce que j'évoquais tout à l'heure, le phénomène de la gratuité, mais aussi le phénomène d'un certain nombre de nouveaux opérateurs qui se sont interposés entre les médias et le public et qui ont complètement transformé les règles de fonctionnement économique des médias traditionnels. Je pense ce qu'on appelle, enfin aujourd'hui on les appelle les GAFAM. Nous chercheurs, on les appelle plutôt les infomédiaires, information et intermédiaires. On aime bien contracter les mots.
Oui, pourquoi évoquer ces acteurs-là? Ce sont les moteurs de recherche, ce sont les réseaux sociaux, ce sont des plateformes d'échange. Hein. Si on veut donner des noms, ça va être Google, ça va être Facebook, ou ça va être YouTube, pour en donner que quelques-uns. Que viennent-ils faire dans mon propos, alors que on est apparemment dans un univers qui est complètement différent? Tout simplement parce que ils sont venus complètement, je dirais, vider les supports sur lesquels reposait le modèle traditionnel de la presse et de la plupart des médias, qui était largement dépendant de la publicité. Alors la presse écrite, comme vous le savez, c'était souvent une complémentarité entre l'achat par le public et puis les annonceurs qui payaient également aussi le contenu. Traditionnellement, on avait tendance à considérer en France que le modèle idéal, c'était le lecteur paye 50% et l'annonceur paye 50%. En fait, c'est quelque chose de totalement théorique. Dans certains pays, aux États-Unis, c'était 80% la publicité, 20% payé par le lecteur, d'où le fait qu'on pouvait payer des journaux comme le New York Times ou le Washington Post beaucoup moins cher que nos journaux français, par exemple. Mais ce qui est en train de se passer, bien sûr aussi la radio et la télévision commerciale, comme vous le savez, vivent de la publicité. Eh bien, on a ces grands opérateurs qui sont des pompes à publicité, qui modifient complètement les règles du jeu, pour deux raisons. D'une part parce qu'ils agrègent de très grosses audiences. Vous savez que pour pouvoir recueillir de la publicité, il faut pouvoir vendre, entre guillemets, comme le disait le lait, des cerveaux disponibles, donc des volumes de public. Donc c'est la première notion, c'est la notion d'audience. Et la deuxième notion, éventuellement, c'est d'être capable de dire qui sont ces publics. Et là, ces grands opérateurs de l'Internet, ils ont pris des positions qui sont sans commune mesure avec les médias traditionnels en termes d'audience. Pour vous en donner une représentation, les grandes audiences sur Internet aujourd'hui, le premier opérateur, c'est Google, qui fait 51 millions de ce qu'on appelle des visiteurs uniques, c'est-à-dire de personnes qui viennent au moins une fois par mois sur le site. Donc, dans le cas de Google, c'est 51 millions, il est le premier. Derrière, vous avez Facebook, 46 millions. Et le premier groupe de presse, c'est un groupe, donc d'où facteur de concentration d'ailleurs, hein, qui est donc Figaro CCM Benchmark, c'est 35 millions. Et à l'échelle d'un titre, hein, qui est plutôt fort sur le numérique, Le Monde, par exemple, est à peine à 16 millions. Donc vous voyez les décalages. Or, sur ce marché publicitaire basé sur le volume, on va dire, hein, il faut être parmi les tout premiers. Les tout premiers bénéficient effectivement de revenus importants, et dès que vous vous retrouvez dans les places beaucoup plus secondaires, eh bien, la rémunération de votre audience devient de moins en moins significative, d'où le fait que vous avez peut-être remarqué cette année différentes déclarations de Libération, de l'Express ou d'autres, qui disent sur Internet on arrête d'essayer de devenir des grands acteurs en matière d'audience parce que on n'est plus dans la course, quoi. Ça, c'est le premier aspect, le volume. Mais le deuxième aspect, qui est évidemment très important, c'est que ces grands opérateurs, au fur et à mesure que nous servons de leur service, que ce soit en termes de moteur de recherche, que nous allons chercher des vidéos sur YouTube, ou que nous échangeons avec nos amis ou nos followers sur les réseaux sociaux, eh bien, ils enregistrent tout. Ils enregistrent ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous aimons, ce que nous consommons, etc. Donc, ils peuvent venir vers les annonceurs et leur dire « j'ai le volume et en plus, je peux vous dire comment s'adresser à telle personne ». Je vous apprends rien, vous avez qu'à vous mettre sur vos portails de différents sites internet, de vos fournisseurs d'accès internet. Hier, vous êtes allé consulter un catalogue de vente par correspondance. Évidemment, vous allez avoir la barrette qui vous donne exactement les mêmes produits que vous avez consultés hier.
Donc c'est effectivement la machine de guerre qui est en train de ruiner les médias traditionnels. Elle les ruine plus ou moins rapidement. Pour la télévision, c'est un peu lent. Pour la radio, ça s'accélère. Pour la presse écrite, ça devient très substantiel. Je vous donnerai juste un autre chiffre, puis après j'en donnerai plus du tout, je crois. En 8 ans, c'est-à-dire entre 2007 et 2015, le chiffre d'affaires de la presse écrite est passé de 10 milliards 8 à 7 milliards 5 d'euros. Vous voyez, non seulement c'est une activité qui ne progresse pas, mais c'est une activité qui recule très considérablement. Alors vous me direz, mais quel est le lien avec le slow journalisme? Eh bien, le lien, c'est que, en fait, aujourd'hui, une petite poignée, effectivement, de médias peuvent se dire nous continuons sur nos bases traditionnelles et notamment sur le numérique, nous allons chercher des audiences qui vont nous permettre de reconstituer nos modèles économiques. C'est la course en tête sur laquelle sont engagés en matière de médias TF1, BFM, le groupe BFM, mais aussi Le Monde ou Le Figaro, etc. Mais tous les autres, eh bien, ils ne peuvent plus, je dirais, espérer trouver dans la ressource publicitaire, donc dans la gratuité, donc dans les grosses audiences, eh bien, leur avenir en termes de modèle économique. D'où le fait qu'on voit de plus en plus ces médias, je dirais, développer ce qu'ils appellent des stratégies qui vont être basées sur une information à valeur ajoutée. Une information à valeur ajoutée, c'est-à-dire une information qui ne soit pas simplement la répétition, la redondance, la course derrière les autres, pour redonner à peu près les mêmes nouvelles, sous les mêmes formes, les mêmes photos, les mêmes vidéos, etc. que les autres. D'où la nécessité, effectivement, de reprendre un travail journalistique dans lequel on va pouvoir convaincre le public qu'il a tout intérêt ou qu'il pourra trouver une satisfaction en continuant à fréquenter des médias traditionnels ou de nouveaux médias qui se proposent de fournir de l'enquête, du reportage, des dossiers, etc. Alors cette notion d'information à valeur ajoutée, certains vont la cultiver exclusivement. Je pense par exemple à des sites, sans parler des titres que j'ai déjà évoqués, les MOOC, mais c'est aussi des sites d'investigation comme Mediapart ou Mediacité ou Les Jours que j'ai déjà évoqués ou Arrêt sur Image, mais d'autres vont davantage avoir une approche dans laquelle va se développer une certaine forme de mixité, c'est-à-dire combinant à la fois une information qui est quand même une information en partie de flux et aussi une information davantage à valeur ajoutée. Je pense que c'est la stratégie dans laquelle est engagé par exemple Le Monde ou le New York Times ou un certain nombre, ou je pense au Guardian en Grande-Bretagne, etc. Et probablement, de plus en plus, si j'écoute ce que me disent les éditeurs de presse régionale, la PQR. Il n'y a que comme ça, effectivement, que ces éditeurs pourront convaincre soit leurs utilisateurs de s'abonner, soit de continuer ou d'avoir envie d'acheter de nouveaux supports, de nouvelles publications, dans la mesure où, bien évidemment, tout ce qui est déjà présent partout, eh bien, dans l'esprit du public, a tendance à être gratuit. Alors, il y a un double impératif sur le plan économique pour développer effectivement cette information à valeur ajoutée. Le premier impératif, c'est celui de l'excellence. Il n'y a qu'en redonnant effectivement des moyens importants à leur rédaction dans des registres journalistiques qui peuvent être des
des registres journalistiques traditionnels, mais ça doit être de bien meilleure qualité. Et là, on rejoint un débat qui a beaucoup en ce moment sur la qualité de l'information, bien évidemment. Est-ce que il y a suffisamment de fiabilité? Est-ce qu'il y a suffisamment de profondeur? Est-ce qu'il y a suffisamment de travail fait sur un certain nombre de sujets et d'événements? Et puis probablement aussi un deuxième registre qui est celui de l'innovation, c'est-à-dire d'être capable aussi d'aller